Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Un petit message pour vous rappeler qu'on se pose et on cause est toujours un podcast indépendant. Du coup, la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute préférées. Vous pouvez aussi donner votre avis sur l'épisode, continuer la réflexion ou me corriger si besoin, tout en restant respectueuse dans l'espace commentaire. Et puis, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux autour de vous. Évidemment, ça me fera plus d'écoute, mais ça lancera aussi des discussions animées avec vos proches. Autre chose, cet épisode, il fait partie d'une série sur l'alimentation. Il n'y a pas d'ordre précis, tous les épisodes s'écoutent indépendamment les uns des autres. Je tiens quand même à préciser que le but de cette série, c'est ni de faire culpabiliser les consommatrices, ni de dénigrer les travailleuses de l'alimentaire. Pour être très honnête, j'ajouterai que je connais personne dans ce secteur d'activité. Alors, pourquoi faire cette série d'épisodes ? D'abord parce que j'adore manger, tester de nouvelles recettes, de nouveaux produits. Ensuite parce que j'ai pas l'impression que l'on questionne réellement nos habitudes alimentaires. Pourtant, la nourriture, elle est omniprésente dans nos vies et analyser ce que l'on mange, ça me paraît assez légitime. Le but là, c'est pas de réduire l'alimentation à des pratiques individuelles. Ce que je veux, c'est comprendre les logiques structurelles ainsi que les impacts sociaux, écologiques et sanitaires de ce que l'on mange. Enfin, parce que je veux partager des alternatives plus vertueuses pour les travailleuses, les consommatrices et l'environnement. Voilà les grandes lignes, et pour celles qui veulent vérifier ce que je dis ou aller plus loin, je vous rappelle que mes sources sont toujours indiquées dans la description de l'épisode. Et sur ce, bonne écoute. Et la France, c'est pas ça. La France, ça doit pas être ce truc où on monte les uns contre les autres pour garder les privilèges de quelques-uns. Le patriarcat préexistait au capitalisme, donc il peut lui survivre. La France, elle est vraiment au bord d'une maladie qui est le fascisme. L'escroquerie, c'est qu'on a fait prendre l'extrême droite pour la droite et la gauche pour de l'extrême gauche. Pour moi, on ne peut plus parler d'inaction climatique, mais d'action délibérée, de destruction du vivant. On parle de désirabilité depuis avant, on n'est pas à la Fashion Week. Là, le sujet, c'est très très simple, c'est la dignité des gens. Si nous, on nous répète tout le temps, toujours, qu'on n'est pas ici chez nous. Pourquoi il y a des hommes déguisés en femmes ? Faut répondre quoi à ta gamine de 9 ans ? Que c'est une personne qui prône la paix avec des cheveux longs. On se pose et on cause. Le podcast qui donne la parole à ceux qu'on entend le moins. Notamment les jeunes. Et qui vulgarise les sujets politiques du quotidien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui sonne pas super sexy, mais qui est assez important, le saumon. Le saumon, son élevage, sa production, tout ça, ça a énormément de conséquences, qu'elles soient environnementales ou sociales. Et en fait, je reprends la question de l'association Pleine Mer, mais est-ce que le saumon, ça serait pas le pire produit de la mer à consommer ? Et pourquoi est-ce qu'on se pose la question ? Je veux dire, quel est le rapport avec la France ? C'est un peu ça les grandes questions de l'épisode, et on va entrer directement dans le vif du sujet avec quelques chiffres. Selon la plateforme Pink Bones, en 3 secondes, c'est 54 saumons qui sont abattus dans le monde, plus de 24 000 poissons pêchés pour alimenter les élevages de saumon, et 1,5 tonnes de CO2 émises par l'industrie. Pas glorieux. Dans son rapport datant de mai 2024, l'ONG Systémique définit le saumon comme la bombe rose d'un système alimentaire à bout de souffle. Le document, il explique que l'industrie du saumon, dominée par une poignée de multinationales, est une bombe écologique et sociale aux conséquences désastreuses et aux pratiques intensives. Faut avoir en tête que la production de saumon, elle a triplé en 20 ans, passant d'1 million de tonnes au début des années 2000 à 3 millions de tonnes aujourd'hui. De plus, 99,9% du saumon consommé dans le monde provient d'élevage, que ce soit d'élevage en mer ou à terre. Enfin, l'industrie du saumon, elle est super concentrée et plus de la moitié de la production mondiale serait contrôlée par 10 grands groupes, selon les chiffres du journal Le Monde. Le rapport avec la France, c'est que la France, c'est le plus gros consommateur européen de saumon et le 4e au niveau mondial. Les Françaises consomment en moyenne 4,2 kg de saumon par an, derrière les États-Unis, la Russie et le Japon. Le paradoxe, c'est que la France, elle importe 99% de son saumon. Et vous allez me dire, pourquoi ne pas produire nos propres saumons ? Je veux dire, si les consommatrices françaises souhaitent manger du saumon, pourquoi ne pas produire du saumon français ?
Avant d'aller plus loin, je voudrais préciser que, fut un temps, il était possible de pêcher du saumon sauvage en France. Toutefois, le saumon sauvage, le saumon atlantique, il disparaît peu à peu et d'ailleurs depuis 2023, le saumon atlantique, il a rejoint la liste rouge de l'UICN et il est donc défini comme une espèce quasi menacée. Pour donner un exemple franco-français, face à cette extinction, il est depuis 2025 interdit de pêcher du saumon sauvage en Bretagne. Bref, les causes de cette disparition, elles sont multiples. Surpêche, dégradation des habitats d'eau douce, construction d'obstacles à la migration ou conséquences du dérèglement climatique. Du coup, peut-être que l'idée, que ce soit pour le saumon ou pour d'autres poissons surpêchés, c'est de passer à l'aquaculture. Ou dans notre cas, de passer à la salmoniculture. En France, il existe déjà 2 exploitations de saumon, une à Cherbourg et une autre à Isigny-sur-Mer. Dans les 2 cas, bien que les saumons évoluent dans des bassins en eau de mer, les poissons n'explorent pas les milliers de kilomètres qu'ils feraient à l'état sauvage. Bon, ces 2 exploitations, elles suffisent pas à combler l'appétit des Françaises pour le saumon. L'idée de créer d'autres exploitations en mer, comme ça, c'est un peu compliqué parce que le saumon, il a besoin d'une eau froide. Mais pas d'inquiétude parce que 3 projets d'aquaculture ont été lancés en France ces dernières années. Le but, en fait, c'est de produire environ 27 000 tonnes de saumon par an. Le premier projet d'exploitation, c'est celui de Local Océan France, qui se situerait à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Le second, c'est celui du Norvégien Smart Salmon, qui se situerait à Pouilly, dans les Côtes-d'Armor. Le troisième, c'est celui de Pure Salmon, entreprise détenue par des fonds d'investissement singapouriens et dont le siège se situe à Abu Dhabi, et qui se situerait dans la commune de Leverdon-sur-Mer en Gironde. Et là, peut-être que vous vous demandez si l'eau est assez froide en Gironde pour accueillir des saumons. Si c'est le cas, sachez que j'en sais rien et que c'est pas vraiment important puisque ces 3 exploitations, elles ne seront pas en mer mais à terre. En effet, ces 3 projets sont des projets de ferme-usine. Et cet épisode, je vais pas vous mentir, je l'ai majoritairement écrit parce que j'habite à une centaine de kilomètres de Leverdon-sur-Mer. Et les saumons girondins élevés dans des bassines, ça me donne pas vraiment envie. Le site de Pure Salmon France, il présente le projet de Leverdon-sur-Mer comme éco-responsable, en faveur de la souveraineté alimentaire et offrant 250 emplois directs. Il écrit aussi, je cite, « Notre ferme d'élevage responsable couvrira 5% des besoins du marché français en saumon grâce à la technologie RAS. » Fin de citation. Et moi, c'est là que ça m'intéresse. C'est quoi la technologie RAS ? RAS, dans ce cas précis, c'est pas l'acronyme de rien à signaler, mais plutôt celui de Recirculating Aquaculture Systems, qui est une nouvelle technologie qui a pour but d'élever des saumons sur l'ensemble de leur cycle de vie dans des bassins fermés construits à terre. Cette technologie RAS, pourquoi elle pose problème ? Déjà parce qu'élever des saumons dans des aquariums pour les manger ensuite, excusez-moi, mais c'est pas super éthique. Ensuite, parce que ce système, il est ultra énergivore. On estime par exemple que pour une ferme-usine produisant 10 000 tonnes de saumon, il faut 100 gigawattheures par an, soit l'équivalent de la consommation d'environ 43 000 Françaises sur la même période. On estime aussi qu'un kilo de saumon produit environ 2 à 14 kg de CO2. Une autre étude publiée en 2024 estime qu'en 2021, l'industrie du saumon a émis environ 16 millions de tonnes de CO2 équivalent, soit près de l'ensemble des émissions de CO2 d'un pays comme la Croatie. Pour vous donner une idée du pourquoi du comment, environ 90% de ces émissions sont émises en amont et en aval de la phase de production, en particulier par l'alimentation des poissons et par leur transport. Aussi, dans une logique de rentabilité, des densités excessives sont prévues dans ces aquariums. Entre 50 et 150 kg de saumon par mètre cube, soit une densité 5 fois plus élevée que dans les élevages en cage marine. Enfin, la technologie RAS, elle est nouvelle et pas super bien maîtrisée. Selon la plateforme Pink Bombs, actuellement, aucune usine en fonctionnement ne produit plus de 5000 tonnes de saumon par an, et pourtant, les incidents techniques arrivent fréquemment, incendies, pollution au chlorure de fer, etc. De manière plus générale, l'élevage de saumon, que ce soit en mer ou sur terre, il a été identifié comme une des menaces parmi les plus importantes pesant sur les populations de saumon sauvages. Ce risque, il s'explique parce que
Ces exploitations, elles sont, on l'a dit, des lieux polluants et énergivores. Et le danger, il est aussi sanitaire parce que les saumons, entassés les uns sur les autres, ils développent des maladies ou attrapent des parasites. Les contagions, elles sont rapides, comme par exemple avec les poux de mer, qui d'ailleurs prolifèrent davantage avec le dérèglement climatique. J'ajoute que, à cause de toutes ces maladies, les poissons d'élevage, comme d'autres animaux d'élevage, sont bourrés de médicaments. Et ça, c'est pas sans danger pour nous, êtres humains, puisque il est possible de développer par la suite une certaine résistance aux antibiotiques. Pareil, en mangeant des poissons, on ingère des microplastiques, surtout en mangeant du saumon d'élevage, parce que, en gros, à cause de la bioaccumulation dans la chaîne alimentaire et de l'affinité des plastiques pour les graisses, les microplastiques ils sont particulièrement présents dans le saumon. Ça affecte davantage les saumons d'élevage puisqu'ils sont plus gras et qui vivent dans des environnements riches en plastique. Pour vous donner un chiffre terrifiant, une Française moyenne, et c'est 4,2 kg de saumon annuel, ingère environ 468 microplastiques par an sur un total de 97 500 provenant de différentes sources. Les dangers, ils sont bien sûr aussi environnementaux. En effet, certains saumons d'élevage s'évadent parfois, introduisant maladies et parasites, tout en risquant d'hybrider les saumons sauvages, ceux qui menacent la résilience génétique de ces derniers. On estime entre 2018 et 2022 qu'au moins 4 millions de saumons se sont échappés de leurs élevages. Bon, j'imagine que je vous donne pas vraiment envie de consommer des poissons issus de l'élevage. Mais d'ailleurs, les saumons d'élevage, qu'est-ce qu'ils mangent ? C'est un peu dingue, en tout cas moi j'ai trouvé les chiffres assez hallucinants, mais il faut jusqu'à 440 poissons sauvages pour nourrir un seul saumon d'élevage. On appelle pêche minotière la pêche industrielle intensive qui alimente l'industrie agricole. Elle représenterait entre 20 et 25% de la pêche mondiale et se ferait parfois de manière pas super légale dans les pays dits du Sud. Et en fait, c'est assez contre-intuitif parce que ce sont les saumons bio qui consomment la grande majorité des poissons pêchés par la pêche minotière. En effet, pour 1 kg de saumon bio, il faut jusqu'à 4 kg de poisson pour produire farine et huile de poisson. Et là où la part d'huile ou de farine de poisson représente 20% de l'alimentation des saumons non bio, elle peut monter jusqu'à 70% pour les saumons bio. Du coup, peut-être que vous vous dites qu'il vaut mieux manger des saumons non bio. Alors franchement, je vous conseille pas trop. Parce que les saumons non bio, ils sont nourris avec des huiles et des farines végétales issues majoritairement de soja. Et je vous rassure, je ne vous parle pas de soja français, mais bien de soja bourré aux OGM. Pour résumer, aujourd'hui, pour répondre à la demande globale des consommatrices, un poisson sur deux est issu de l'aquaculture. Dans ces poissons issus de l'aquaculture, 1/3 sont des saumons. En 2021, la FAO, elle estime que presque 3 millions de tonnes de saumons d'élevage ont été produites. Une autre donnée assez terrifiante, c'est le fait que la production annuelle de saumon d'élevage, elle est 115 fois supérieure à la plus grande quantité de saumon jamais pêchée en une année. Bref, avant de finir, je voulais juste ajouter quelques petites choses que j'avais oubliées dans cet épisode finalement très centré sur les fermes-usines et moins sur le saumon en tant que tel. Déjà, j'ai appris en faisant mes recherches que naturellement la couleur de la chair d'un saumon d'élevage, elle tend plutôt vers le gris que vers le orange. Mais donc, pourquoi est-ce que le saumon d'élevage est-il orange ? C'est pour ressembler au saumon sauvage. En gros, la chair du saumon sauvage, elle est plutôt orangée et elle varie selon les espèces. Par exemple, celle du saumon rouge d'Alaska, elle tire davantage sur le rouge. Cette couleur, elle s'explique par l'alimentation des saumons qui ingèrent à l'état sauvage des krill et des crevettes. Par conséquent, les éleveuses de saumon, elles nourrissent leurs poissons avec des pastilles destinées à les rendre roses orangés. Ces pigments de couleur, c'est d'ailleurs l'élément le plus cher de l'alimentation du saumon. En fait, les éleveuses choisissent la couleur de leurs poissons un peu comme on choisit une peinture sur un éventail. Bref. J'avais noté quoi d'autre que j'ai pas dit ? Les 4 plus grands producteurs de saumon, qui représentent en gros 90% de la production mondiale, ce sont la Norvège, le Chili, le Royaume-Uni et le Canada. Ensuite, bonne nouvelle, le Norvégien Smart Salmon, il a renoncé à son projet de ferme-usine à Plouisy l'année dernière.
Aussi, tant qu'on est sur les projets de ferme usine en France, je reviens rapidement sur l'entreprise Pure Salmon, qui est en fait le plus grand producteur de saumon ferme usine, avec une ambition de production de 260 000 tonnes par an, et a des projets dans une petite dizaine de pays. Enfin, bien que les Françaises raffolent du saumon, elles sont majoritairement carencées en oméga 3. Selon l'association systémique, 89 à 99% de la population française présenterait des insuffisances en oméga 3, questionnant l'intérêt de notre surconsommation de saumon. Il est donc nécessaire de repenser et de changer nos pratiques alimentaires, non seulement pour des raisons sociales et environnementales, mais aussi pour des raisons sanitaires. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, j'ai dit tout ce que je voulais dire sur le sujet, et donc il est temps de conclure. Quelles sont les solutions? Comment empêcher l'installation de fermes-usines en France? Comment manger du saumon plus durable? Et puis est-ce que c'est même possible de manger du saumon durable? Bon, j'ai peut-être pas toutes les réponses à toutes ces questions, mais je peux vous donner quelques pistes. Déjà, pour les fermes-usines de saumon en France, les associations systémiques et Wellfarm réclament un moratoire, c'est-à-dire un délai, une suspension d'activité, le temps d'évaluer l'impact réel de ces élevages. Les deux associations, elles demandent aussi une réglementation française et européenne plus stricte, comme par exemple généraliser au conventionnel les précautions déjà existantes dans le bio. Pourquoi pas aller plus loin et imaginer d'interdire l'élevage intensif de poissons carnivores tels que les saumons et les thons. Ensuite, on pourrait individuellement faire le choix d'exclure le saumon de nos assiettes afin d'accélérer collectivement la révolution vers un système alimentaire plus végétal qui répond à des impératifs sanitaires, sociaux et environnementaux. Enfin, il existe 2 pétitions que je vous mets dans la description de l'épisode et que vous pouvez signer, qui s'opposent aux futures fermes-usines de Boulogne-sur-Mer et de Leverdon-sur-Mer. De manière plus générale, et ce sera le mot de la fin, si vous souhaitez en savoir plus sur le saumon et ses impacts, je vous conseille d'aller faire un tour sur la plateforme Pink Bombs. C'est une collaboration entre Systemic et Data for Good, 2 organisations à but non lucratif, et franchement, c'est un puits d'informations sur le saumon. Voilà. C'est la fin de l'épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses sur le saumon et que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Et pareil, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à très vite. Bisous!